beaucoup, Chérif Diop Khalifa Ababacar Ndiaye, qui est le secrétaire général national de l'Association nationale des enseignants d'EPS, d'éducation physique et sportive. Bonsoir, monsieur Ndiaye, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs de la TFM. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour répondre à vos questions. Si je vous dis Ndiaye tranquille, ça vous fait penser à quoi? À Thilogne, une ville qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour leur faire un gros coucou. Parce que... Et pourquoi vous appelle-t-on ainsi? Ndiaye tranquille, c'est une assez longue histoire. Au collège, on avait 3 professeurs qui se nommaient Ndiaye avec des pseudonymes. Alors il y a l'un qu'on surnommait Ndiaye Baram, l'autre on le surnommait Ndiaye Compliqué. Et bon, peut-être par la force des choses, je me suis occupé que de mon boulot et je me suis attaché à ma discipline. Et j'ai hérité de ce surnom Ndiaye tranquille. C'est typique un diminutif que collent les élèves aux différents professeurs. Heureusement pour vous, puisqu'on vous a collé le tranquille, ce qui veut dire que vous serez apprécié par vos élèves. Alors demain vont démarrer les épreuves d'éducation physique pour les élèves qui vont se pencher sur les examens du baccalauréat. Ça a été supprimé. Finalement, on maintient les épreuves. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il fallait le faire? Il faudra peut-être nuancer cette observation en ce sens que déjà, dans la première fois où nous n'avions pas été pris en compte dans le dispositif de reprise des enseignements-apprentissages, nous avions quand même lancé l'alerte aux autorités de tutelle pour leur dire que l'éducation physique et sportive avait bel et bien sa place dans le dispositif. Et en ce sens, il faut vraiment saluer le travail d'orfèvre que le collectif avait fait et avait remis au ministre concerné un argumentaire afin que l'EPS puisse reprendre sa place dans le dispositif de reprise. Ceci n'a pas été fait, fort malheureusement, jusqu'à la dernière minute qu'il se soit rendu compte que, régi par le décret 95-947 du 18 octobre, l'EPS demeure obligatoire autant au BFM qu'au baccalauréat et qu'il ne leur est pas possible de faire un examen sans EPS. Là, on salue vraiment la décision du ministre qu'il soit revenu sur ça, mais ce dont on n'est pas d'accord du tout, c'est que les enfants soient restés 5 mois sans qu'on ait installé aucune compétence en eux et qu'on veuille coûte que coûte les évaluer demain. Mais sur quoi seront-ils évalués finalement? Mais justement, c'est cette question que tout le monde se pose. Et maintenant, en ce sens, il faut interpeller les acteurs du système éducatif. Nous avons appelé le directeur, plutôt les secrétaires généraux de syndicats du G7. Nous avons appelé M. Fané, le président des parents d'élèves au niveau national. Aussi, nous avons pris la tâche de la COSIDEP. Seulement, à notre grande surprise, nous, en tant qu'association corporative, nous n'avons vu aucune réaction de ces derniers. Alors, il faut quand même savoir raison garder dans certaines choses. Nous sommes une association corporative, nous avons des limites. Soit dit, nous sommes des agents de l'État. L'obligation de service nous enjoint à rejoindre nos postes de convocation et de faire valoir les injonctions de la tutelle. C'est que les enfants soient valablement évalués, entre guillemets, étant entendu qu'il faut quand même que tout le monde soit d'accord qu'on ne peut pas évaluer des enfants sur des compétences que nous n'avons pas installées. Mais M. Ndiaye, n'avez-vous pas voulu une chose et son contraire? Dans un premier temps, vous n'étiez pas pris en compte dans l'évaluation au baccalauréat, vous avez fait quand même protestations. Par la suite, on vous a mis dedans et vous dites que vous ne pouvez pas le faire parce que tout simplement les élèves n'ont pas eu les compétences qu'il faut pour être évalués. Naturellement, parallélisme des formes oblige. Vous savez, lorsque nous avions créé, sur tous les toits que nous avions notre place dans le dispositif, il fallait en ce moment-là au moins que les autorités puissent au moins nous entendre, pas nous écouter. Qui avait le quitus de l'EPS? Qui était chargé de donner son feu vert pour que l'EPS soit intégré dans le dispositif? Ce n'est pas un enseignant d'EPS, ce n'est pas un technicien de la discipline. Quand l'autorité décide d'une matière aussi transversale que l'éducation physique et sportive, l'ANEPS est là. L'Association nationale des enseignants d'EPS regorge de cerveaux, regorge de personnes ressources qui sont à même de donner toutes les réponses fiables dans cette situation de la Covid-19. C'est ce que nous avions déploré en son temps. De fil en aiguille, nous sommes arrivés à un stade où ils ont compris qu'il faut que l'EPS revienne. Nous n'avons pas dit que les examens se fassent. Nous avons dit que les enseignements apprentissages reprennent,
pour qu'on puisse au moins installer un minimum de dispositifs techniques et que les enfants puissent être évalués. Maintenant, je retourne cette rhétorique aux autorités. Est-ce qu'il est pensable aujourd'hui que les enfants soient évalués en philo ou en mathématiques après 4 mois d'arrêt de cours, directement au baccalauréat? C'est impensable. L'autre aspect, ces enfants qui sont restés dans un statut de sédentarité pendant 5 mois. En temps normal, notre corps de métier est assujetti à des risques d'accident. Alors, nous demandons à ces enfants qui sont restés pendant 5 mois, sans pratique, et on voudrait les évaluer à partir de demain. Sur quelle matière? Sur quelle option? La vitesse, qui demande des ressources énergétiques énormes. L'endurance, ou bien les concours, triple saut, sont en hauteur, sont en longueur. Alors que ces mécanismes-là, pour les installer, après 3 mois de grandes vacances, nous revenons à l'école pour faire la PPG, préparation physique généralisée. Ce qui veut dire que nous préparons le corps de l'enfant à supporter toutes les charges futures par rapport à nos cycles d'enseignement. Là, nous sommes à 5 mois d'arrêt des enseignements-apprentissages et, ironie du sort, l'Office du bac voudrait nous imposer à ce que des épreuves physiques se fassent. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des déchirures ou... Mais naturellement, ça va de soi. Ça va de soi, fractures, déchirures, en tout cas, toute forme de blessure liée à la pratique. Et là, nous tirons vraiment sur la sonnette d'alarme pour dire qu'en aucune manière, les enseignants de PS ne sauraient être responsables de cette situation. Mais du fait de la situation exceptionnelle, est-ce qu'il ne fallait pas, parce que la Covid-19 c'est une situation exceptionnelle, est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement supprimer l'épreuve de PS, parce qu'on sait que même le sport dans les plages et dans les lieux publics n'est pas encore autorisé. Est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement supprimer? Mais ce serait carrément en déphasage avec le décret 95-947 du 18 octobre. Okay. Dans ce décret, la pratique de l'EPS reste obligatoire. L'EPS est une matière obligatoire. Hein? Okay. Dans tous les examens, sauf au CFE, où c'est un arrêté qui le régit. Au BFM comme au bac, c'est un décret qui le régit. Il y a un contexte assez particulier qui est là, c'est la Covid-19, qui n'était pas prévue. Maintenant, on peut penser que les textes peuvent être mis de côté en attendant qu'on trouve une formule qui permette de pouvoir sauver les élèves et sauver l'enseignement. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'amener les élèves dans des conditions qui leur permettent de ne pas avoir les performances requises pour avoir les notes qu'il faut et derrière, il y a un risque sanitaire qui se présente. Vous ne convainquez pas les parents à laisser les enfants. On va revenir sur cet aspect-là. Vous avez tous fait l'éducation physique et sportive à l'école. L'expression « prenez vos distances », vous l'entendez dans la bouche de tous les enseignants de PS. Donc la distanciation physique, nous l'avions déjà réglée avant l'arrivée de la Covid-19. L'autre aspect est que le protocole sanitaire, tel qu'on l'a édicté, si on le jumelle avec le document que le collectif a remis au ministre de tutelle, à son staff, mais absolument rien n'empêchait à ce que les enseignements apprentissages en EPS reprennent et qu'on puisse faire valoir ne serait-ce que 3 semaines de cours avant d'aller vers des évaluations. C'était ça notre demande. Aujourd'hui, la situation de la Covid-19, c'est ce qui s'alarme pour dire que l'éducation physique et sportive pourrait être vecteur de transmission de la maladie. C'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement ce corps de métier. L'EPS est différent du sport. Pourquoi il y a ce choix alors effectué pour les épreuves retenues? Il y a d'autres épreuves dans le bloc d'EPS. Parfaitement. Je pense le lancer de poids qui a été éliminé. La gymnastique, il y a tellement de choses qui peuvent être les lancers et tout. Donc quelque part, l'autorité a peut-être dit qu'en touchant le tapis, qu'un autre pouvait le faire et que cela peut participer à propager le virus. Aujourd'hui, qu'on choisisse juste quelques épreuves veut dire qu'il y a un contexte assez spécifique. Parfaitement, ça je vous rejoins. Le lancer de poids, l'utilisation de l'ongé peut être facteur de propagation de la maladie. Autant que pour la gymnastique, on ne peut pas utiliser 6 tapis pour toute une classe, c'est impossible. Donc là, c'est tout à fait raisonnable qu'on ait mis de côté ces 2 disciplines. Mais les disciplines qui restent, ce sont des disciplines athlétiques. Un athlète confirmé qui reste 2 semaines sans s'entraîner perd tout son gain. Un élève sédentaire qui reste 5 mois, on lui demande d'être évalué. Vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal? En tout cas, c'est tout à l'opposé de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est tout à l'opposé de la pédagogie, de l'éthique et de la déontologie. Monsieur Ndiaye, moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai comme l'impression que, quelque part, c'est parce qu'il y a des primes derrière
les examens de bac que l'on paie aux professeurs et autres. C'est pour cela que vous avez décidé de vous signaler, parce que, rappelons-le, le coronavirus est là, et vous vous dites c'est assez difficile, on a besoin, nous également, d'avoir quelque chose. Et c'est peut-être pour cela que vous avez élevé la voix, pour qu'on prenne en compte cette matière dans le... Malheureusement, ce sont ces suppositions qui font tour d'horloge un peu partout, et c'est fort regrettable de penser que nous sommes... C'est pas le cas? Non, du tout, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, la cécité... Si le ministère vous disait que les ressources n'étaient pas disponibles après avoir effectué l'évaluation, vous serez toujours dans cette posture-là, à dire que c'est pas grave, on peut attendre? Affirmatif, comme tout bon citoyen, comme tout bon patriote, quand la nation a besoin de ses fils, on répond présent. Seulement, je voudrais revenir sur cette interpellation pécuniaire, et sans désoler déjà, pour dire que nous sommes loin de là. Nous sommes la seule matière qui transcende toutes les autres matières dans le socle commun. Et vous me permettrez une petite digression. L'histoire du football, son origine en Angleterre jusqu'à ce que cela soit arrivé au Sénégal, c'est pas une partie d'histoire, ça. Le poids normal d'un ballon de football, on apprend ça qu'en EPS. Le point de corner, ça fait combien de degrés? On apprend ça qu'en EPS. Et là, je parle de mathématiques, je parle d'histoire, je parle de géographie, et je suis en éducation physique et sportive. C'est combien? C'est pour vous dire combien notre discipline elle est transversale. Maintenant, pour revenir sur le personnel, c'est ce qui gère l'éducation physique et sportive. C'est ce qui sont en communication étroite avec les services étatiques. Qui sont-ils véritablement? Qui a négocié avec l'État pour que le bac soit effectué à partir de demain? C'est là où je voulais vraiment mettre le doigt pour dire que la cécité des services étatiques par rapport à la gestion de l'éducation physique est simplement due à un groupuscule d'individus qui, au nom d'une hiérarchie qu'on ne parvient même pas à qualifier, se donnent cette liberté administrative de décider en bonne et due place de la Commission nationale qui est légalement constituée et reconnue par le ministère de tutelle. Parce que M. Ndiaye, pour rejoindre un peu Aram sur un point, parce que vous avez évoqué deux problèmes. Le premier problème, deux risques. Il y a la COVID-19 qui est un risque. Il y a également le fait que les élèves peuvent avoir des blessures, des entorses et même des fractures. Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure un décret. On se rappelle que du fait de la COVID-19, le président avait la possibilité de gouverner par ordonnance et par conséquent avait bel et bien la possibilité de prendre un décret pour rectifier un tout petit peu le décret que vous avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas eu à faire ces propositions-là pour au moins sauver ces élèves-là? Non, en fait, la problématique, ce n'est pas relativement à cette reprise du baccalauréat qui va se passer demain. La problématique qui était posée, c'était que... Dans un premier temps, vous avez dit qu'on ne vous a pas pris en compte pour l'examen du baccalauréat. On se rappelle. Au moins les épreuves de l'EPS. Parfait. Maintenant qu'on vous intègre dedans, vous dites qu'il y a des risques pour ces élèves-là parce qu'ils peuvent avoir des problèmes. Nous nuançons la chose. On nous a remis dedans. On nous a remis où? Dans le dispositif de reprise. Ça n'engage que les élèves de 3e qui feront leur BFM le 24 août prochain. Ça veut dire que là, on a encore un mois pour installer un minimum de compétences et de pouvoir les évaluer. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qui oblige l'office du bac à vouloir coûte que coûte faire ce baccalauréat physique? Pourquoi ne pas décaler d'un mois? Qu'est-ce qui les empêche de décaler au-delà du 15 août? On serait encore dans les délais. On aurait au moins la latitude de faire 3 ou 4 séances, installer chez les enfants les mécanismes de saut, la vitesse, en fait créer un minimum de forme physique pour que les enfants puissent être dans les conditions d'évaluation. Mais la présente situation, que tous les parents se le tiennent pour dit, nous allons évaluer des enfants sur des compétences que nous n'avons pas installées. Et ça, je crois que le plus profane d'entre nous comprendrait que c'est carrément à l'opposé de la pédagogie. On s'attend à quel type de note alors? Mais justement, c'est ça justement le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs du système devraient se prononcer sur cette question. D'abord, évaluer un enfant sur des compétences que nous n'avons pas installées demeure carrément une aberration pédagogique. L'autre aspect est que dans cette situation de, vous me permettez de le dire en Wolof, mais nos collègues ont déjà rejoint leur poste. Ils ont reçu leur convocation et ils vont évaluer les enfants demain. Maintenant, quel type de notes nous allons avoir? Ce sera des notes de Covid-19.
Ça veut dire? Ah ben voilà, voilà, c'est ça. On est dans un flou total parce qu'il faut quand même qu'on se le reconnaisse. Aujourd'hui, le protocole sanitaire devait être accompagné d'un kit de lavage de mains, devait être accompagné de disponibilité de gel hydroalcoolique, devait être accompagné des services cliniques, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, pour accompagner quand même les enfants. Mais au moment où je vous parle, absolument rien n'a été fait. Maintenant, dites-moi, demain, au centre de Mboro, où je suis ici pas d'ailleurs, de toute façon je suis de Mboro, au centre de Mboro, un enfant qui s'évanouit ou bien qui est en malaise, qui est responsable? Et voilà pourquoi il était important que l'on communique pour dire quand même au ministre de l'Enseignement supérieur, autant qu'à M. Mamadou Talla, que l'Association nationale des enseignants de PS est là comme partenaire pour pouvoir répondre à toutes les questions qui interpellent l'éducation physique et sportive. Je vais insister sur l'importance de cette matière jusqu'à ce qu'elle soit réintégrée dans le dispositif. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que votre profession semble être déconsidérée? Le plus souvent, même quand on est à l'école, ce ne sont pas tous les élèves qui font le PS. Il arrive même que certains trouvent par le biais d'un médecin un document qui puisse l'exempter par rapport à cette épreuve. Il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir avec les autres matières sans pour autant se focaliser sur le PS. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que votre profession semble si déconsidérée? Déconsidérée au niveau des autorités étatiques, point d'interrogation. Parce que toutes les matières se valent. Toutes les matières se valent. L'éducation physique, dans le cycle moyen, c'est un coefficient 2. Aujourd'hui, les inspecteurs qui m'écoutent, les présidents de jury au BFM qui m'écoutent, savent nettement qu'au BFM, en tout cas, le taux d'admission des élèves est relevé de 30 à 40% en raison de l'EPS qui est devenu un coefficient 2. Et j'invite tous les enseignants et même les élèves qui sont actuellement devant leur télé de faire une petite simulation. Prenez toutes les matières que vous allez faire au BFM. Mettez 9 partout, maths 9, histoire géo 9, anglais 9, sauf EPS, mettez 18, parce que c'est très facile d'avoir 18 en éducation physique. Vous faites le cumul des coefficients, tu passes au premier tour. Donc déconsidérer, ça, pas en tout cas au niveau du moyen. Au niveau du secondaire, le paradoxe, c'est que nous avons encore le coefficient 1. C'est coefficient 2 au moyen et coefficient 1 au niveau du secondaire. Et c'est là où il faudrait maintenant pousser la réflexion pour aller vers des assises de l'éducation physique et sportive, parce que c'est un peu paradoxal qu'au niveau du BFM, ça devient coefficient 2, ce qui favorise carrément l'élève, donc on revient sur la centralité de l'élève. Et au niveau du baccalauréat, c'est un facteur bonus-malus. Si l'enfant n'a pas la moyenne en éducation physique, on lui défalque des points. Sauf s'il n'a le certificat d'assiduité. Maintenant, pour revenir sur l'aspect de la dispense médicale, mais c'est tout à fait normal. L'éducation physique et sportive bénéficie d'un succès par défaut. Tous les enfants aiment l'éducation physique et sportive parce que c'est le seul cours où vous et moi avions la latitude de décompresser, de jouer, en tout cas de faire ce que ne nous était pas permis de faire en maths ou en français, en tout cas entre 4 murs. Mais parlant de considération, vous étiez recruté dans la fonction publique, dans la hiérarchie B4, sans possibilité quand même de changer de grade dans le système éducatif. Est-ce que ça a changé? Non, absolument pas. Et ça, c'est vraiment la grande désolation dans la famille EPS. Nous sommes à ce jour au niveau de la fonction publique 1113 maîtres d'éducation physique. L'effectif total des enseignants d'EPS au niveau national fait 3185. Et je vous donne juste un ratio. Vous prenez les inspecteurs de spécialité qui s'occupent de notre formation continue. Ils sont 12 au total. Sur ces 12, à la fin de cette année-ci, il n'en restera que 2. Mambey Gueye de Kaolack et M. Mbaké de Diourbel. Il n'en restera que 2. Tout le reste, ils iront à la retraite. Et l'État n'a pas encore ouvert une possibilité à ce que ceux qui remplissent les conditions puissent faire le concours des inspecteurs. Prenez le cas que vous venez d'évoquer, le décret 117-11-117, pour qu'on puisse au moins modifier au niveau de la fonction publique et créer le corps des PCMG en EPS. Il y a déjà 5 générations d'enseignants d'éducation physique qui ont été très bien formés au niveau du CNEPS de Thiès et qui attendent depuis 8 ans d'être recrutés pour certains, d'autres d'être intégrés. Compte tenu des maîtres d'éducation physique qui étaient à l'origine de ce décret. Le reversement, je le rappelle, c'était du temps du grand cadre avec Mbaye Fall Leye. Ça fait 24 ans, jour pour jour, que cette histoire-là n'a pas encore été évacuée. Et encore, vous me donnez là l'occasion d'interpeller tous les secrétaires généraux du G7 pour leur dire que leur présente plateforme revendicative, la question de l'EPS, demeure la plus vieille. Et qu'il est vraiment grand temps qu'on évacue cette question pour que nous qui sommes de la hiérarchie B4 puissions avoir un plan de carrière et atterrir à la hiérarchie B2.
Il est bon qu'on s'arrête sur la formation. Vous nous parlez d'hiérarchie, des cadres et tout, mais quelle est la formation qu'il faut faire pour devenir un prof de PS? Il faut déjà nuancer les écoles de formation. Il y a l'INSEPS qui forme avec un format de Bac plus 6. Ils sortent avec la hiérarchie A1. Et la petite anomalie que je vais citer là-bas, c'est que les professeurs de l'INSEPS, aujourd'hui, quand ils sortent, on les fait trimer ne serait-ce qu'une année ou 2 années de contractualisation avant qu'ils puissent recevoir leur diplôme. Après 6 ans, comme un médecin, on te fait faire de la contractualisation pour que tu puisses maintenant aller régler les paperasses au niveau de la fonction publique. En dehors de l'INSEPS, il y a le CNEPS de Thiès qui formait et qui ne forme plus. Le CNEPS de Thiès formait en son temps. La dernière promotion, c'était la promotion des Demba Baro, Yves Badji, Aïda Nene Ndiaye de Saint-Louis, Lalla Ndiaye de Tivaouane. Voilà, donc c'était une promotion de 100%, ils sont tous sortis. Après cette dernière formation normale, tous les autres enseignants d'EPS qui ont été formés au niveau du CNEPS de Thiès reviennent des corps émergents. C'est ce qui ont fait la vacation, ont été formés au niveau du CNEPS pour maintenant atterrir dans le corps des MEPS, les maîtres d'éducation physique de la hiérarchie B4. Et c'est là où il y a maintenant une difficulté. Comment peut-on espérer éteindre un corps dont on continue de former des agents? C'est ça le paradoxe, d'où la nécessité véritablement d'aller vers les assises de l'éducation physique et sportive. En dehors maintenant de l'INSEPS, en dehors du CNEPS qui forme en ce moment les enseignants de PS, dont d'ailleurs la formation diplômante qui a fait 1 an et demi d'année blanche. La formation diplômante qui doit reprendre, c'est ceux qui ont été recalés et qui n'ont pas de possibilité pour encore reprendre leur formation. Ça n'existe qu'en éducation physique et sportive. On te retient une année, l'année suivante tu n'as pas la possibilité de reprendre, on te demande d'attendre que toute cette génération termine pour que tu reprennes. Vous voyez le cas de jurisprudence que ça pose dans la carrière de l'agent? Donc, parallèlement à ces 2 écoles de formation, il y a l'UFR-CEFS, STAPS, qui forme la filière STAPS, dont il y a d'ailleurs une vingtaine qui est sortie cette année, les caïssiens. Il y a encore à ce niveau ceux qui se sont arrêtés à la niveau licence, qui attendent eux aussi depuis 4 ans l'ouverture du KM EPS. Ce qui veut dire que la ressource humaine nécessaire est là. Vous nous parliez tout à l'heure de vieillissement du personnel. Donc il est bon quelque part que ces personnes-là puissent être recrutées et que ceux qui sont vieillissants puissent quitter la barque. Bien sûr, bien sûr. Mais attendez, l'autre paradoxe, c'est que il y a 506 postes vacants en éducation physique. À ma dernière connaissance, dernier recensement, au niveau national, 506 postes vacants. Figurez-vous qu'il y a des établissements à qui on a dispensé l'éducation physique et sportive, soit disant qu'il n'y a pas de personnel. Mais vous vous rappelez de notre grève de la faim devant le ministère des Sports? Ces mêmes agents ont fait une marche de Thiès à Dakar pour le recrutement. C'est une anomalie. 506 postes vacants, au moment où il n'y a que moins de 200 agents qui sont déjà formés depuis 8 ans qui attendent d'être intégrés, d'être recrutés. Merci beaucoup Khalifa Ababakar Ndiaye, le secrétaire général national de l'Association nationale des enseignants d'EPS. Je ne dirais pas bonne chance, mais bonne chance aux candidats. Demain, puisse Dieu faire qu'ils puissent avoir de bonnes notes.